Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce troisième numéro de Téléfit, une émission propulsée par les Francophonies de l'innovation touristique, donc association francophone. Et nous allons, pendant une petite heure, bavarder ensemble et échanger sur la situation de cette crise au niveau international. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Arsenault, titulaire de la chaire tourisme Transat à l'Université de Québec, Nancy Morin, qui est consultante et qui nous vient également du Québec et de la ville de Québec, Brice Dution, qui est à la fois écrivain, qui est à la fois élu, qui est à la fois professeur, etc., qui nous vient de Bois-le-Roi, charmante localité de Seine-et-Marne, sur le sol métropolitain français, Géraldine Huet qui est à La Réunion sous la chaleur de la fin de l'été réunionnais, et enfin Chloé Saint-Hilaire qui nous arrive de Québec et de la ville de Québec, Nancy, et n'est pas à Québec par contre. Donc aujourd'hui nous allons parler de tourisme local et de tourisme de proximité, nous poser la question, est-ce que finalement la solution à cette crise, c'est vraiment ce fameux tourisme national, régional, local, engagé, dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant? Est-ce que c'est lui qui va répondre pour solutionner cette crise? Ça va être le thème de notre journée et de notre émission de cet après-midi. Et donc, de suite, on va faire un petit tour de piste en partageant un peu votre humeur du jour. Et je vais commencer par Géraldine à La Réunion, l'humeur du jour au début de cette émission. Eh bien, écoute, nous, on va bien à La Réunion. Il fait encore plutôt beau, il fait plutôt chaud. Je pense que les gens restent raisonnables, même si on sent que ça commence à frétiller et qu'il y a un petit peu plus de gens dans la rue. Mais sinon, j'ai l'impression, comme partout, il y a beaucoup d'élan de solidarité, il y a beaucoup de créativité qu'on voit sous les réseaux sociaux. Il y a des services de proximité qui ont jailli un peu partout et qui rendent bien service à la population. Et puis, d'un point de vue institutionnel, ça commence à être un peu plus en ordre de marche sous la houlette de la région. Et je dirais que la priorité pour nous en ce moment, c'est d'accompagner les prestataires touristiques. Et Géraldine qui travaille à la Fédération réunionnaise du tourisme. Merci Géraldine. Alors Nancy, toi, tu es entrepreneuse, consultante au Québec. Ton humeur du jour? Alors, je vous montre mon humeur du jour. J'ai choisi ce que vous la voyez. Non, vous voyez pas, hein? Non, mais c'est joli. Ah, C'est assez, en fait, assez beau. ouais, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est des pommiers en fleurs. Donc, moi, je m'occupe entre autres d'une. Attendez, je vais enlever ça tout de suite. Je m'occupe d'une destination agro-touristique qui s'appelle Rougemont, qui est la capitale de la pomme. Et quelque part en mai, on va assister à la floraison dans cet endroit-là, qui est un genre de mini Napa Valley de 500 000 pommiers. Et mon message aujourd'hui, c'est un message d'espoir. On sait que la floraison va arriver, mais on ne sait pas exactement quand. Et ça me fait penser au même moment qu'on va pouvoir sortir du confinement. Donc, je m'inspire en fait de la résilience des agriculteurs qui, eux, font face à ça à chaque année. Est-ce que la température va collaborer, etc. Donc, ça m'a inspiré de la patience, de l'agilité, de l'adaptation. Merci Nancy. Brice, ton humeur du jour. Écoute, moi j'avais prévu un petit dessin, une petite caricature qui est parue le 25 mars dans Le Monde, et on voit Panoramix qui essaye de trouver la potion magique. Et donc mon humeur du jour, c'est dire que on est en attente d'une potion magique. Alors la potion magique, il y a plusieurs possibilités. C'est d'abord trouver la bonne formule pour le fameux vaccin contre le Covid. Et puis la potion magique, c'est comment faire repartir le tourisme sur des nouvelles bases. Et puis c'est ce sur quoi on va parler bien sûr aujourd'hui. Et je pense que le petit hommage à Panoramix montre que c'est peut-être aussi dans la francophonie qu'on pourra trouver la réponse à une partie au moins des questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, Chloé, ton humeur du jour?
Ben, l'humeur, ça va bien. Je travaillais déjà de la maison, fait que ça ne change pas grand-chose, mais j'étais supposée être en Équateur en ce moment, donc je me suis fait un petit décor tropical pour me rappeler l'été, les beaux jours qui approchent. Sinon, ben, à Québec, on dirait que la ville se prépare pour un marathon. Tout le monde court, marche et dehors. Fait que ça fait... Moi, j'habite vraiment dans le vieux Québec, à côté du château, donc ça fait un peu du bien voir les citoyens se réapproprier cette zone-là qui est souvent oubliée là, des locaux. Donc, on marche, on profite du soleil quand il y en a. Puis aussi, ben, c'est ça, je suis entrepreneur en démarrage. Et ben, on est bien content de ne pas d'avoir décidé de ne pas commencer cet été, mais plutôt attendre à l'été prochain. Comme ça, on peut travailler un petit peu plus sur nos projets puis être sûr que pour l'été prochain, on est dans les bonnes grâces du tourisme. Et enfin, nous allons finir ce tour de piste par Paul. Un peu ton humeur du jour et puis aujourd'hui. Écoute, Jean-Luc, je me permets de mettre cette petite image. C'est ma maison. Hier, il y avait du soleil à Montréal, on en profite. Ma réflexion elle devient un peu plus macro. Je regarde la réponse globalement ici au Québec, au Canada, du système de santé. Je regardais aujourd'hui à quel point le système de la justice également sera empêtré. On regarde comment les gouvernements locaux, régionaux, des provinces, des États et des pays s'endettent de façon assez spectaculaire actuellement, avec l'activité économique qui est en chute libre. Et ça va être pertinent, effectivement, de questionner le tourisme local dans un contexte où on aura tous les autres pans de la société, de la vie civile qui va être à reconstruire. Or, et ça va être intéressant d'avoir le point de vue de chacun là-dedans, notre système, si on était rendu à 1,5 milliard de touristes internationaux, c'est qu'il y a un système d'équilibre entre l'offre et la demande. Or, ce système-là n'est pas fait pour vivre avec, par exemple, le tiers moins de touristes. Même à l'échelle locale, à l'échelle nationale, le système n'est pas fait. On a le nombre de sièges d'avion, on a le nombre de chambres d'hôtel qui correspondent à la capacité qu'ont les territoires de recevoir. Et c'est une forme de certaine inquiétude que j'ai actuellement. Et l'autre élément, c'est évidemment à la maison, je pense qu'on a pris pour acquis que les gens, tu le disais un peu Chloé, les gens voudront quitter la maison. Je n'en suis pas si convaincu. Je me pose la question si, moi au contraire, la maison, elle est très agréable. Ce qui me manque, c'est la capacité d'aller à l'extérieur. Mais quand le déconfinement débutera, est-ce que nous serons vraiment en volonté de quitter cette maison-là, ce logis ou cet endroit qu'on a aménagé? Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, Chloé, d'avoir aménagé l'espace pour remplacer le voyage. Et peut-être que, contrairement à ce qu'on croit, en tout cas, il n'y aura pas d'hébergement commercial ou très peu, très peu. Et il y aura évidemment toute la confiance à reconstruire. Je pourrais en parler un peu tout à l'heure. On voit même les compagnies aériennes. Delta annonce que dès le début mai, à chaque fois qu'un vol atterrira, l'avion sera brumatisé ou désinfectant. À tous les atterrissages, il y aura au complet et tous les sièges d'avion du centre ne sont pas vendus. Donc, on a des avions qui volent à quoi? 80 75 70 de leur capacité. Ce n'est pas un modèle économique qui tient. Alors, cette idée du tourisme de proximité, la question se pose, qu'est-ce qu'il peut remplacer? À quel endroit? Dans quel domaine? Et certainement pas dans l'aérien, certainement pas dans l'hébergement commercial. Donc, se posent des questions qui vont être pertinentes de réfléchir ensemble. Alors, du coup, ben, je rebondis sur ce que tu dis pour commencer à parler tourisme de proximité. Il y a une étude qui est sortie par TLC Marketing. Alors, c'est une étude en ligne aujourd'hui, dont on sait que malgré tout, on est encore en confinement. C'était en France, autour des Français, en ligne, auto-administré, sur un échantillon représentatif, mais représentatif des gens qui ont répondu. Les Français disent que quand le confinement va cesser, ils privilégieront les loisirs et les sorties à 36%, puis les vacances à 32%. En troisième pourcent, l'habillement à 27%. Donc, c'est une réponse qui apporterait du baume. Il y en a 75%. Donc, 75%, c'est beaucoup plus que le nombre de Français qui partent en vacances, qui est aux alentours de 60%. Il y en a 75% qui envisagent de partir en vacances. Et si on les y autorise, et majoritairement en France, 63%. Donc, jusque-là, c'est très bien, mais majoritairement en famille aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui donne, malgré tout, quand on interroge aujourd'hui, on dit oui, on a envie après de ressortir, de reconsommer. Donc, les vacances font partie de ça.
est-ce que, Brice, je vais te donner la parole, c'est un avis, une tendance que de chez toi, ou de tes lectures, ou de ta veille, tu partages? Ben, écoute, moi j'ai plusieurs sentiments dans le fond. D'abord, il y a beaucoup d'études qui sortent aujourd'hui. Je me demande la méthodologie de ces études. C'est-à-dire que je suis assez surpris de voir des gens analyser des chiffres et des données sur un tourisme qui est fondé sur l'incertitude aujourd'hui. Donc ça, disons que c'est un rapport d'étonnement, comme on disait au 19e siècle. Donc mon premier sentiment, c'est ce rapport d'étonnement. La deuxième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est vous dire que pour moi, aujourd'hui, on retrouve finalement la structure du tourisme même que je trouve assez faible dans le temps qu'on vit. Il me semble qu'on a oublié, on a méprisé pendant longtemps le tourisme domestique. Il suffit de regarder dans les statistiques internationales. On a le nombre de touristes internationaux, mais on est infichu d'avoir les touristes domestiques. On les quantifie par les nuitées ou on les quantifie par en hébergement marchand, non marchand, etc. Donc je trouve que ça, c'est assez intéressant à constater. Une autre idée, c'est que j'ai l'impression qu'on recommence un peu une nouvelle histoire du tourisme. On redécouvre les fondamentaux. Et peut-être que les dernières années, la mondialisation nous a grisés. Il suffit de voir en France le nombre de schémas régionaux de développement du tourisme et des loisirs qui avaient pour objectif d'accueillir des millions de Chinois et être la deuxième région après Paris pour accueillir les Chinois, alors que de façon historique et structurelle, le tourisme, c'est d'abord et avant tout de la proximité, tout le monde le sait. Depuis son invention, si on parle de tourisme international, c'est pour nous les Européens qui font vivre le tourisme international, et pas du tout les Asiatiques ou les Chinois. Et d'une façon générale, les touristes domestiques sont les grands oubliés, alors que ce sont eux-mêmes qui structurent cette consommation. C'est 2/3 de ce qu'on peut appeler. Pourquoi on n'en parlait pas alors? Pourquoi finalement on ne le disait pas? C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur les schémas régionaux. On a toujours dit il faut aller vers cette clientèle internationale. Parce que peut-être qu'on avait l'impression que ça devenait ringard de parler du tourisme domestique. C'est une question un peu d'horizon et de frontières. Et j'ai l'impression qu'avec la mondialisation, on avait l'impression que la nouvelle frontière, c'était l'Extrême-Orient, c'était l'extrême lointain. Et je pense aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est un basculement de sens. La nouvelle frontière, alors on parle de proximité, mais c'est surtout retrouver un sens au voyage. Et moi, je trouve que c'est intéressant. C'est finalement… Brice, je reviendrai vers toi tout à l'heure, mais justement, je voudrais faire réagir Géraldine, puisque La Réunion est au départ une destination qui, depuis des années, tente d'attirer des touristes internationaux. Donc, il y a des touristes affinitaires, il y a beaucoup d'opérations. Et malgré tout, là, la stratégie, c'est de dire on va d'abord travailler avec le tourisme intérieur, avec les 1 million de Réunionnais. Alors, effectivement, Jean-Luc, le trafic aérien a baissé chez nous de 98%. Donc, autant dire qu'on est entre nous. Mais en même temps, La Réunion, c'est une destination aussi qui, de toute façon, comptait déjà beaucoup sur sa clientèle locale. Les recettes touristiques locales, ça représente 600 millions d'euros chez nous et 400 millions pour le tourisme extérieur. Donc, depuis la crise du chic, de toute façon, on a eu l'habitude de travailler… La crise du chic, tu peux nous préciser ce que ça veut dire, la crise du chic? La crise du chikungunya, pardon. Un vilain moustique. Un vilain moustique qui nous embête un peu. Donc, je dirais que, je ne dis pas qu'on est mieux préparé que les autres, mais disons qu'on a l'habitude de travailler avec la clientèle locale et on le fait de mieux en mieux. On est aussi une destination où on est un formidable terrain de jeu. On a beaucoup d'espaces naturels, donc ce sera peut-être aussi plus facile de rassurer les gens à reconsommer ce tourisme-là. Donc moi, j'aurais tendance à dire que si on est en capacité de permettre aux entreprises à tenir jusque-là, si on arrive à mettre en place les protocoles sanitaires qui vont rassurer les consommateurs quand ils vont aller dans ces structures, et si évidemment les Réunionnais ont encore les moyens de consommer, la Réunion, elle pourra compter sur son tourisme local pour tenir. La question, c'est combien de temps? Combien de temps on peut tenir qu'avec ce matelas? On a eu une réunion avec…
Oui, l'IRT nous disait en fait qu'il fallait aussi beaucoup continuer à rassurer le marché français parce que, comme avec le chic, c'est la clientèle affinitaire qui est en métropole qui reviendra la première, quand on réouvrira l'espace aérien. D'accord, donc quand même, on n'oublie pas le tourisme international. Nancy, sur les régions du Québec que tu vois, est-ce que tu es plutôt d'accord avec Paul que économiquement ça ne tient pas, ou bien que malgré tout, on peut s'appuyer sur les Québécois? Je pense que ce qu'on a sous-estimé présentement, c'est le besoin qu'auront les gens d'aller à la rencontre de leurs parents, de leur famille. Donc, ta famille qui est dans une région présentement, les régions sont fermées, sont refermées sur elles-mêmes. Donc, on ne peut pas voyager même à l'interne. Donc, alors, moi, si ma famille m'invite, diront bien, on va faire une épluchette de blé d'Inde en Gaspésie, on va y aller. On va avoir ce besoin-là et je pense que on n'aura pas de contrôle, en fait, comme office de tourisme, choisir où les gens vont aller en partie. Donc, ce sera à considérer cette notion-là de « je veux visiter ma famille, mes cousins ». Alors, il y a vraiment ça. Et bon, pour faire écho peut-être à Chloé un petit peu, mais à Paul, mais le voyage va commencer. Moi, j'ai une vision concentrique. Alors, des cercles. Donc, peut-être le voyage va commencer par aller au café au coin de la rue en premier et ensuite, on pourra aller dans le quartier d'à côté ou la ville, le village d'à côté. Et en fonction aussi du déconfinement, il y a aussi le facteur de dangerosité. Ça sera moins effrayant d'aller à la pêche dans la chaloupe avec sa famille que d'aller dans un endroit où il y aura plus de monde. Ça, en fonction de comment ça va réouvrir et aussi en fonction de quelles mesures sanitaires on aurait été capable de mettre en… Donc, oui, est-ce que c'est une option? Je pense que c'est une option très valable et c'est vraiment à valoriser aussi dans la notion de tourisme durable. Alors, je viendrai vers Chloé tout à l'heure parce qu'elle va donner l'exemple de sa génération, mais avant, il y a pas mal de réactions sur le MUF Facebook, notamment sur les parents et amis. Il y a Jean-Michel Blanc qui dit par exemple que selon la Direction générale des entreprises, quasiment la moitié des voyages des Français en 2017 sont chez les amis et la famille, déjà. Et donc, ça veut dire que déjà, ça fait vivre les territoires, même si on est déjà sur la famille. Par contre, il y a des demandes sur dire, OK, on a 80% de tourisme français, mais quelle est la part dans les recettes et dans la balance commerciale? Donc là, on y reviendra tout à l'heure. Si Paul ou Brice voulait intervenir là-dessus, sur justement le poids de la proximité. Ben écoute, rapidement, j'aime cette citation d'Abraham Maslow, de la pyramide, qui disait « Si le seul outil que vous possédez est un marteau, il est tentant de voir tout problème comme un clou. » Et c'est ça l'enjeu actuellement, c'est-à-dire que rapidement, quand la crise a débuté, les gens ont dit « Ah, ben il y aura un tourisme de proximité qui remplacera. » Et c'était une réponse qui était rassurante, qui était à la fois mobilisante, en disant « Il y a de l'espoir, il y aura de l'activité, ça recommencera. » Et je ne veux pas le nier, le problème, puis on en a discuté un peu, Jean-Luc, et on revient toujours à cette étude de Destination Next qui nous dit à quel point les offices, les organisations de gestion de destination devront revoir leur rôle. Là, ça met en lumière à quel point, si le marketing est le seul outil que vous avez, que vous êtes foutu à toute fin pratique. Parce que la clientèle locale qui va chez les parents et amis, qui va chez les affinitaires, donc les affinitaires, n'ont pas besoin de marketing, n'ont pas besoin de savoir cette invitation-là en Gaspésie des parents, des cousins, des enfants ou des grands-parents. Et pourtant, il est prévisible que quand les déconfinements débuteront, qu'il y aura une surenchère complètement absurde de campagnes de toutes les destinations. Et on sait déjà au Canada, Destination Canada a annoncé une trentaine de millions de dollars pour une campagne intérieure. Toutes les provinces canadiennes vont faire la même chose, toutes les grandes villes vont le faire, toutes les régions touristiques vont le faire. Et on se posera la question, pourquoi? Et c'est peut-être l'occasion ici, si on veut parler du tourisme, qu'on avait cette discussion-là, comment occuper l'espace public ici à Montréal? C'est-à-dire, imaginons, nous, la consommation d'alcool n'est pas permise dans les lieux publics, la vente d'alcool n'est pas permise. Il va falloir réfléchir différemment à permettre dans un parc, le parc La Fontaine, un magnifique parc à Montréal,
On pourrait imaginer qu'avec la distanciation de 2 mètres, il y aurait la possibilité de prendre du rosé, d'avoir un repas, d'avoir un pique-nique, etc. Mais pour ça, il va falloir revoir notre législation, réglementation. Et il faut le faire maintenant. C'est pas au moment du déconfinement. Donc, il faut repenser complètement, non pas dans une logique marketing, mais dans une logique de développement de produits, de proximité, d'occupation du territoire, de proximité avec la distanciation toujours. Et ce sont des nouveaux modèles qui n'existent pas, en tout cas ici au Québec, pour l'instant au Canada. Alors, on va revenir sur ces deux aspects, à la fois la promotion et puis le redesign de l'offre, c'est-à-dire comment changer l'offre finalement. Mais d'abord, moi, j'aurais aimé interroger Chloé. Toi, tu es de la génération Y. Donc, est-ce que habituée à partir à l'étranger, puisque là, tu devrais être en Équateur, logiquement. Ouais, ben, voilà. Et est-ce que du coup, changer tes plans pour aller découvrir le Québec, c'est quelque chose que tu vas faire ponctuellement parce que tu es obligé, ou tu te dis, ben, je vais peut-être carrément changer de façon de voyager? ben, c'est vraiment une bonne question. Puis en fait, moi, c'est drôle qu'en ce moment, j'étais supposée être en Équateur parce que ça faisait quand même un bout que je n'avais pas voyagé. Au début vingtaine, j'étais partie 1 an et demi en échange en Espagne, puis ensuite presque 1 an en Australie. Donc, j'ai vraiment fait des longs voyages que je me suis vraiment établie dans un lieu. Fait que oui, j'étais touriste à certains moments, puis j'étais aussi locale à d'autres. Fait que puis je suis revenue. Des fois, on dit partir pour mieux revenir. Moi, ça a été mon cas. Puis j'ai décidé d'aller étudier en tourisme pour justement développer la région. Puis je viens de la région de Portneuf, qui est une belle région entre Québec et Trois-Rivières. Puis je suis vraiment passionnée de tout ce qui est nature locale, artisanale et les artisans gastronomiques, tout ça. Donc, pour moi, c'était déjà quelque chose qui était très, très présent dans ma vie. Fait que, d'une façon de voir que le COVID amène les gens à s'interroger là-dessus, ça me fait bien plaisir parce que mon entreprise, d'ailleurs, ça va être ça. On a des tours de kayak expérientiels selon les objectifs de développement de la région. Donc, on va parler de patrimoine, on va parler de gastronomie, on va parler de préservation de la nature. Donc, c'est déjà des choses sur lesquelles on travaillait. Ensuite, ben, je me suis dit que j'allais interroger d'autres amis parce qu'il n'y a pas juste moi dans mon opinion. Donc, j'ai sorti 2 groupes. J'ai un groupe tourisme, donc toute ma gang de GTH, et j'ai mes amis d'enfance. Je peux traduire pour les auditeurs français. Donc, toute ton équipe avec qui tu étais à l'université. Oui, c'est ça, en tourisme, en gestion de tourisme à l'UQAM. Donc, ce qu'ils m'ont dit, en gros, c'est que oui, eux, il y avait déjà une envie de voyager plus au Québec. Puis c'est sûr qu'avec tout ce qui arrive, ça nous fait déjà réfléchir à l'impact. Puis je veux dire, en janvier, Paul et Pierre, ils ont fait une conférence sur les tendances, puis on parlait déjà un peu le désir de rester plus proche. Donc, c'est déjà quelque chose qui était là-dedans. Pour mes amis qui ne sont pas en tourisme, il y a l'aspect sécurité. Puis, je pense qu'il y a ce petit éveil-là aussi que finalement, peut-être qu'au Québec, on peut faire d'autres choses. Donc, je pense les micro-aventures, comme disait Valérie la semaine passée, c'est quelque chose qui va être très présent. Donc, dans ma génération, c'est sûr qu'en bas de 25 ans, c'est les longs voyages, c'est la découverte de soi. Puis après, ben, c'est plus des voyages d'agrément, de découverte. Donc, on peut découvrir le Québec aussi. Donc, D'accord. Et est-ce qu'il y aura besoin de promotions spécifiques, justement, parce qu'on va y venir, pour t'inciter à découvrir le Québec, inciter la génération, ou finalement… Oui. Ouais, il y aura oui, puis comme Paul disait un peu, tout le monde, je sors une expression québécoise, tout le monde va tirer la couverte de leur côté. Donc, chaque région a des richesses, des beautés, plein de choses à offrir, des expériences. Puis bon, c'est pas tous les Québécois non plus, tous les locaux qui ont la même connaissance du territoire. Donc, je pense que oui, certains territoires vont devoir pousser un peu plus fort que d'autres. Par exemple, Charlevoix, je pense qu'ils sont déjà bien positionnés. C'est déjà une destination, ou la Gaspésie ou les îles de la Madeleine. C'est déjà des destinations qu'on pense rapidement quand on réfléchit à nos prochaines vacances au Québec. Mais si on parle par des petits coins de la Naudière ou d'autres régions plus dans les cantons de l'Est, oui, il va falloir que la promotion soit faite de sorte à inciter les gens à sortir de chez eux. Puis, donc, il y a le tourisme local, donc vraiment autour de Québec, Montréal, tout ça. Puis ensuite, ben, c'est d'aller visiter les régions un peu plus loin qui restent du tourisme local dans le contexte québécois. Alors, du coup, moi, je me pose vraiment des questions sur la façon de parler à ces fameux touristes de proximité. Touristes de proximité, d'ailleurs, comme le disait Brigitte Bloch dans le mur, qui sont
pour l'Europe, par exemple, les clientèles européennes, puisque les frontières entre pays européens sont maintenant des clientèles de proximité. On en discutait avec Paul en Alsace cette semaine, à une heure et demie ou 2 heures de l'Alsace en voiture, il y a 120 millions d'habitants donc, qui viennent de plusieurs pays. Donc les clientèles de proximité finalement sont finalement assez lointaines. Je me pose vraiment cette question de promotion et de la façon de parler, quoi. Parce que j'ai peur, comme il y a une forte pression des élus, une forte pression des socioprofessionnels aussi, qui disent il faut qu'on réussisse notre saison, qu'on arrive, et je suis d'accord avec toi Paul, à cette cacophonie de communication très rapidement. Qu'est-ce que Brice, t'en penses quoi, toi, de ce risque-là sur la communication, et comment il faudrait communiquer vers la proximité? De toute façon, je pense que trop de communication va tuer la communication. C'est une base. Il faut avoir un message. Et je pense qu'il faut travailler sur les messages, les valeurs portées par ce message. Et dans le fond, ce sont les offres qu'il y a derrière qui sont intéressantes. Je pense qu'aujourd'hui, moi, le confinement, c'est un moment c'est Jean Viard, je crois, qui a dit ça, c'est un moment de rupture à la fois économique, culturelle, sociale. Et ça nécessite de réfléchir à différents termes. Le très court terme, je pense que c'est imaginer la transition. Et puis, c'est Michel Durieux qui a dit ça. Le moyen long terme, c'est plutôt imaginer la transformation. Derrière, c'est d'abord repenser les mobilités, c'est-à-dire le collectif et l'individuel. Les gens vont sans doute avoir peur de prendre le transport collectif, donc vont plutôt axer sur l'automobile. Dans la communication, c'est dire qu'on est capable d'avoir une offre intermodale pour les automobilistes avec des parkings, avec du vélo, avec de la marche, etc. Des aménagements, et Paul l'a dit tout à l'heure, je pense moi fondamentalement sur les aménagements d'espaces publics, mais aussi d'espaces privés. Je pense que ça, c'est un vecteur de communication important. Le deuxième, c'est l'offre. Et je pense qu'à court terme, on va voir le triomphe des résidences secondaires, de la famille, mais c'est aussi un renforcement des tendances. On s'en perd du Brice. Plutôt, on a beaucoup parlé, insister sur l'humain. Vous entendez là? Oui, c'est bon. Allô? Oui, vous m'entendez? Ouais. C'est bon. Donc, je pense vraiment insister sur des valeurs qui vont être celles portées par les consommations de proximité, c'est-à-dire on va parler bien sûr des circuits courts, de la durabilité, bien sûr on le voit, la sécurité sanitaire, mais pas que, la qualité, la transparence, je crois la transparence entre le producteur et le consommateur, ce qui a fait défaut pendant de nombreuses années. Et je pense qu'aussi il y a une autre question, c'est la solidarité entre les visiteurs, entre aussi les visités si j'ose dire. Et puis, dernier petit point, c'est travailler sur ces fameux espaces, parce qu'il va y avoir une sorte de paradoxe, dans le fond, dans les destinations, y compris les destinations de proximité, c'est à la fois un besoin d'avoir un contact avec l'autre, c'est ce qu'on appelle un besoin d'altérité, et la peur de l'altérité, c'est-à-dire avoir cette notion de réassurance. Et moi, je crois que l'espace de proximité, c'est un peu l'ensemble de ces valeurs. Et le dernier point sur la proximité, moi, je suis intimement convaincu, comme Brigitte, qu'aujourd'hui, les clientèles européennes, en tout cas pour nous, la France, ça fait partie, bien sûr, de la clientèle de proximité. Ça veut dire qu'il faut travailler sur à la fois les clientèles locales, en y intégrant bien sûr l'ensemble des clientèles françaises, mais aussi ouvrir à la proximité de transport, et notamment, par exemple, celles et ceux qui viennent visiter de façon traditionnelle, les Anglais, les Allemands, les Espagnols, etc. Donc, c'est redéfinir un peu aussi ce que c'est que cet espace européen, qui est un grand marché. Je pense qu'il faut vraiment lui redonner sens et lui redonner une ambition touristique. Et je pense que c'est ça notre territoire de proximité. D'accord, donc on comprend bien. Si on veut communiquer, on communique plutôt sur des valeurs, sur des solidarités, sur des moments, sur des expériences différentes. On a parlé beaucoup de micro-aventures, etc. Et alors, j'aimerais qu'on rebondisse sur ce que tu viens de dire, Brice. Il y a un point qui m'a intéressé pour savoir comment réorganiser l'offre touristique quand on aura des personnes qui auront à la fois cette envie d'altérité et cette peur d'altérité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en vacances, j'aurais à la fois envie, oh, mignon, j'aurais à la fois envie d'avoir du contact et de rencontrer des humains, et j'aurais à la fois peur de ça. Comment on peut arriver à travailler sur l'offre autour de ça? Nancy, toi qui travailles beaucoup dans l'agritourisme et dans les manifestations, les animations, comment on peut arriver à trouver des moyens de réorganiser l'offre pour qu'on rencontre les gens, mais qu'on n'en ait pas peur?
Alors, tout d'un, c'est vrai que je vais prendre l'exemple de Rougemont. Alors, j'avais préparé un plan de communication pour eux cette année. Ça tombait super bien. Donc, je suis inspirée des gueuletons touristiques, moi aussi, avec la notion de micro-événements, de micro-escapades. Donc, on peut facilement organiser des yogas en plein air où on aura une liste de participants et ce truc de sécurité-là. Mais dans mon plan de communication, ma base était sur une stratégie de reporter de territoire. Alors, pour moi, c'était important de raconter, pour faire du chemin aussi ce que Brice dit, de raconter les histoires du lieu, des gens, plus dans la quotidienneté plutôt que juste en mode promotionnel. Donc, là, ça tombe bien parce qu'on est vraiment dans l'achat local. Les gens vont se retourner, voir aussi d'où vient la pomme, d'où vient le cidre et le vin que je consomme. Donc, il y a cette idée-là. Mais pour moi, il y aura vraiment au niveau des OGD, comment ils peuvent utiliser les parents amis qui deviennent des micro-influenceurs eux-mêmes, comment les outiller pour les faire, ce qu'on appelle chez nous, sortir la visite. Alors, quand tu reçois des gens chez toi, tu as une certaine fierté à m'en faire découvrir ton parc local ou une sculpture ou quelque chose. Alors, il y a vraiment comment l'OGD peut vraiment se rapprocher. Peut-être qu'on communiquait moins ou mal à cette clientèle-là qu'on avait comme sous-estimée. Est-ce que c'est une chronique à la radio locale où on va une fois par semaine, comme directeur d'office de tourisme, aller parler, mais pas en mode promo? Oui, en mode je raconte le territoire. Alors Géraldine, à La Réunion, à la fois rassurée pour qu'on aille un peu partout chez les producteurs locaux, dans les hauts, etc., dans les animations, aller manger toujours du curry dans des fermes auberges. Donc le contact humain est super, mais comment je suis rassuré aussi? Est-ce que vous envisagez d'avoir des plans sanitaires, des chartes, des labels, des choses comme ça? Comment vous allez parler? Oui, 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 c'est un des points principaux sur lesquels on est en train de se pencher. On a regardé de près ce qu'a fait Singapour avec son label qu'ils sont en train de mettre en place auprès des structures touristiques pour rassurer la clientèle. Et donc, oui, on va, nous, réfléchir à la mise en place d'un protocole aussi bien dans les bureaux d'information touristique. D'ailleurs, je m'interrogeais s'il y avait une réflexion au niveau national sur l'accueil sanitaire dans les bureaux, dans les BIT des offices. Et on aura, nous, à faire ce travail et on a l'intention donc de creuser cette piste. Et surtout, en fait, je pense que les gros groupes, les hôteliers, etc., auront besoin d'être accompagnés, mais auront sans doute la capacité de le faire peut-être par eux-mêmes. Et on va beaucoup réfléchir à l'accompagnement des petites structures, des tables d'hôtes, des chambres d'hôtes. Voilà. Et je rejoins la vision de Brice parce que je pense que vraiment ce temps de confinement, ce temps d'arrêt, hein, comme la photo derrière moi, comme l'image derrière moi, c'est vraiment le moment de se reposer les questions de quel tourisme on veut et comment on veut justement accompagner les prestataires pour qu'ils soient dans cet état d'esprit parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se remettre en question tout seuls. Donc, c'est peut-être notre rôle à nous de les accompagner et de profiter, entre guillemets, de cette crise pour le faire. C'est d'ailleurs pour cet accompagnement-là que moi je me pose vraiment la question de l'intérêt d'ouvrir les bureaux d'information touristique sur la saison 2020, ou au moins tous les bureaux d'information touristique. Est-ce que pour avoir des informations touristiques, on va justement rentrer dans un local, ou bien est-ce qu'on n'aura pas besoin d'avoir du personnel qui soit plus près des endroits là où sont les personnes, justement, pour avoir de l'information qui va plus vers eux, être plus là pour accompagner les prestataires aussi, qui en auront besoin, les socioprofessionnels, et travailler plus là sur de l'information sur les réseaux sociaux, ce qui se fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui la communication et l'information continuent à exister. Mais je pense que moi, je serais OGD, j'investirais plus sur la fiabilité de l'information et le fait de faire passer la bonne information en temps réel au bon moment, que forcément vouloir réouvrir absolument l'ensemble de mes bureaux d'information touristique. Paul, au Québec, il y a une réflexion là-dessus sur est-ce qu'on réouvre tout, même les bureaux d'information ou pas?
Écoute, on n'y est pas encore, mais la question se pose, et tu as raison, d'une part, parce que ça re-questionne le rôle, nous, on a beaucoup de membership, donc dans les associations touristiques régionales, et quels sont les besoins actuellement? Et les besoins des prestataires vont être des besoins basiques de financement, de ressources humaines. Il va y avoir cet immense paradoxe du sanitaire opposé à la socialisation. Donc, on va devoir faire cohabiter, c'est-à-dire la crainte de l'autre, hein, parce que quand on dit ça, là, la crainte du virus, c'est la crainte de l'autre et des traces qu'il peut mettre dans l'espace autour de lui, et la volonté de socialiser à nouveau. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ici au Québec, le terme, c'est la distanciation sociale. C'est paradoxal parce que ce n'est pas la socialisation qui est problématique. Enfin, pas dans le sens où c'est une valeur humaine, c'est une recherche de sens qui est cardinale. Donc, au Québec, se poserait effectivement la question de quels sont les accompagnements qui sont recherchés. Et encore une fois, sur une clientèle de proximité qui connaît le produit, qui sera le plus à même, qui sera le plus pertinent, le plus légitime à faire cette communication-là. Et je ne suis pas convaincu que ce sont la totalité des bureaux d'information touristique. Je pose la question à tout le monde. Qui sera le plus légitime du point de vue du visiteur de proximité? Quel message il doit entendre? Quel message il a envie d'entendre? Quelles sont ses craintes? On ne le sait pas encore. Et l'erreur monumentale serait, dès à présent, de statuer sur comment ça se passera. Et moi, je vois de plus en plus de gens qui disent, bon, ben là, au temps 0, au temps 1, au temps 2, au temps 3. On fait ça essentiellement pour se rassurer. Oui. Mais la réalité, c'est quand le déconfinement débutera, il faudra faire, et Brice, tu l'as très bien dit tout à l'heure, je l'ai vu l'étude également, des études où on a interrogé 520 confinés français puis on fait dire des choses. C'est hallucinant comment la métaux a explosé, n'a aucune valeur, mais je comprends le sens derrière ça, c'est de se rassurer. Alors oui, il y a un message de rassurance. Pour les prestataires, pas pour les voyageurs encore. Mais quand les voyageurs seront prêts et pourront réellement, il faudra poser des questions à ce moment-là. Parce que si on les interroge tout de suite, ils ont des rêves de vacances. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont des rêves de vacances. Quand la possibilité de partir en vacances va arriver, où en seront-ils dans leurs intentions, dans leur capacité financière, dans leurs craintes, dans leurs doutes, etc. Et donc, à ce moment-ci, tu as raison d'imaginer d'ouvrir des bureaux d'information touristique pour justifier la pertinence ou l'existence d'un bureau d'information touristique. C'est très mal comprendre la situation. Et c'était le sens de mon intervention tout à l'heure. Notre société, globalement, va être impactée dans la santé, dans l'économie, dans le juridique, dans tous ces domaines-là. Et d'imaginer que nous, on pourrait repartir comme si de rien n'était, business as usual, ça nous questionne. Et assurément, il ne faut pas réouvrir. Ce n'est pas la bonne réponse, à moins qu'on se fasse demander ça. Et je suis convaincu qu'il n'y aura pas de demande pour ça. Alors, il y aura des demandes de la part des actionnaires. C'est-à-dire, chez nous, en France, il y a des demandes de la part des élus locaux. C'est la solidarité locale, c'est le symbole dans le village. On rouvre le bureau d'information touristique, etc. Mais du coup, le débat est intéressant. Comment être agile pour pouvoir adapter l'information, alors préparer l'offre en fonction de ces contraintes sanitaires. Et dans le mur sur Facebook, il y a plein de suggestions de travailler sur les micro-aventures, de travailler sur des petits groupes, de démultiplier les animations, d'inventer de nouvelles animations. Donc, il y a vraiment, je pense, là, un travail à faire. Mais ensuite, comment s'organiser pour être agile et être au plus près de l'information et pouvoir adapter l'information quasiment en temps réel, puisque la demande de cet été, on ne la connaît pas. On est quand même dans une situation exceptionnelle où on va mettre en place des produits sans connaître la demande. Donc, du coup, il va falloir les adapter en permanence. Et est-ce qu'on est organisé pour ça ou comment on peut s'organiser pour ça? Je ne sais pas qui c'est qui veut réagir à ça, à cette question. Géraldine? Je ne sais pas, moi, depuis tout à l'heure, en fait, je pense au blog e-tourisme info sur lequel Ludovic Dublanchet a réagi et ça m'a fait rire parce que voilà, Ludo a fait un article un peu humoristique sur tous ces questionnaires qu'on envoie les uns et les autres pour savoir comment les prestataires vont bien, comment la clientèle va reprendre, etc. Et moi, j'étais justement en train de travailler sur un questionnaire sur les prestats et c'est ça, en fait, on est saturé
d'informations, on se sature nous-mêmes d'informations parce que, comme dit très bien Paul, on veut se rassurer et qu'on ne veut pas avoir à se dire qu'il ne faut peut-être rien faire et peut-être tout simplement attendre et que c'est peut-être culpabilisant de se dire on ne peut rien faire d'autre qu'observer et peut-être attendre. Ah, ouais, enfin pour moi, on peut aussi se mettre en ordre de marche pour pouvoir être en capacité de réagir assez rapidement. Et je pense que c'est la principale chose à faire, quoi, en fait. Et du coup, je rejoins un peu le fait de se dire on va tout prévoir pour refaire comme si c'était normal. C'est pas aux OGD de faire ça, quoi. En fait, les OGD, il faut qu'ils mettent en place des équipes, des équipes un peu habiles, souples, qui vont pouvoir être réactives. Et il faut surtout en garder sous la pédale. Parce que d'après moi, si on n'a pas de personnel, de ressources humaines disponibles, si on n'a pas un peu de budget disponible aussi pendant l'été pour pouvoir accompagner un peu au dernier moment les choses, faire une campagne sur les réseaux sociaux rapidement, etc., si on met tout avant, on a tout faux. Donc, d'après moi, la règle, ça va être l'adaptation, la réactivité et de pouvoir être dans ce mode-là qui n'est pas forcément la façon de travailler de notre organisation institutionnelle de façon générale. Mais je pense qu'on peut être en ce mode test and learn assez rapidement. Chloé, c'est quelque chose, toi qui es consultante, qui te parle, ça, de réactivité rapide sur une situation de ce type-là? Parle-moi, Nancy, parce que moi, je suis pas... c'est pas moi la consultante, mais... Elle peut répondre. Ouais. Ben, en fait, je vois vraiment comme deux façons. Il y a le rôle des destinations, puis il y a le rôle des prestataires de services aussi, dans le sens que les destinations, oui, vont devoir faire la promotion, mais je pense que d'un point de vue global, puis sur le court terme, ça va être vraiment ça, puis à long terme, ça va payer, c'est que les entreprises doivent améliorer leur offre. Donc, moi, je vois un peu le rôle des OGD comme accompagnateurs aussi sur comment améliorer l'offre, l'expérience, parce que oui, c'est facile d'avoir une offre qui a l'air incroyable pour des bus de touristes qui viennent à chaque jour en groupe et qui regardent un peu à moitié et qui sont excités du voyage, mais c'est une autre chose de séduire les locaux aussi. Donc, je pense au nom de Tourisme Mauricie qui dit la belle d'à côté, puis je trouve que ça représente bien. C'est de vendre son voisin. On n'est pas loin, on est beau, mais une fois que tu es rendu sur place, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui doit être fait. Donc, je pense que c'est vraiment là que le support doit être fait. Puis, sur le long terme, ça va être payant parce que les Québécois ou les Français ou les locaux vont avoir expérimenté l'offre et vont pouvoir faire le bouche à oreille. Puis là, je pense que c'est un temps qu'on revient peut-être un peu plus au bouche à oreille. Donc, de vraiment se fier sur l'expérience des autres. Puis, c'est ça. Donc, au final, quand les gens vont recommencer à revenir, ben, ils vont vouloir faire l'expérience que les locaux adoraient. Donc, c'est un peu comme ça que je vois ça. Ça va nous permettre peut-être de monter d'un cran l'offre existante. Brice, une réaction par rapport à ça, sur l'agilité par rapport dans cette saison pour séduire les touristes? Je pense que de toute façon, il y a un élément quand même qu'il faut avoir à l'esprit, puis tout le monde là, c'est que l'année 2020, sincèrement, elle est foutue. Donc là, c'est vraiment pareil au plus pressé. Il y a plein d'études qui sortent, alors peu importe, hein, est-ce que ça sera 70, 80, 90% de PIB en moins? On n'en sait rien, mais en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a trois logiques. Il y a la logique des grandes entreprises industrielles, notamment on le voit avec le transport aérien aujourd'hui, qui veulent refaire comme avant. Et encore plus vite. On va en parler justement dans un moment, on va voir l'interview de David Dufresne. Ouais, encore plus vite et encore plus fort. Et je trouve que de toute façon, c'est absolument ridicule. C'est un modèle qui était un fiasco financier et ça ne peut que continuer dans ce sens-là. Donc là, sincèrement, refaire comme avant, c'est un non-sens absolu. Deuxièmement, il y a toutes les petites entreprises. Et pour moi, le degré d'urgence aujourd'hui, c'est les toutes petites entreprises.
les petites structures d'hébergement ou autres, qui vont être confrontés à plein de questions, faire travailler des saisonniers ou pas. Donc ça, il y a une autre question derrière, hein, c'est les questions salariales, la protection sociale, etc. Et puis, pour ces petites entreprises, le cœur du sujet cette année, c'est le risque sanitaire. C'est-à-dire qu'on le voit, le principal enjeu, c'est si vous venez chez nous, vous ne risquez rien. Donc là, on travaille beaucoup sur des normes, des certifications. Il y a Accor et Veritas qui sont en train de monter quelque chose. Louvre-Hôtel le fait de son côté. Je pense que là, ça va être le cœur du sujet, la confiance et la transparence entre les petites entreprises et les consommateurs. Et puis, la troisième échelle, c'est les destinations, dans le fond, qui doivent accompagner à la fois les petites entreprises, qui doivent être réactives, bien sûr, aujourd'hui au quotidien pour les accompagner, et en même temps, qui ont un rôle à jouer absolument majeur pour diffuser la valeur d'une destination auprès des visiteurs. Et je reprends le thème que j'utilisais tout à l'heure, je pense que c'est faire sans donner un sens au voyage. Et je pense que il faut avoir à l'esprit que les consommateurs vont avoir une nouvelle psychologie. Et je pense que là-dessus, c'est le degré de réactivité qu'on attend d'un OGD, me semble-t-il, aujourd'hui. Donc ça, c'est sur le court terme. Et puis après, le moyen terme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment accompagner la transition et la transformation des destinations autour de On t'a reperdu, Brice. Sécurité sanitaire, mais en travaillant sur les espaces. Alors, on va laisser Brice. En travaillant sur les nouveaux espaces communs. On t'a perdu, Brice, donc on te reprendra tout à l'heure. Et justement, je voulais en profiter pour partager le témoignage de David Dufrot, qui est en charge du développement des routes au groupe Aéroports de Paris. Donc, il y a des aéroports dans le monde entier. Et c'est intéressant aussi de voir que les grandes compagnies, les grands groupes souhaitent revenir à ce modèle new normal, même s'ils se posent des questions. Et je trouve que c'est instructif justement d'écouter des personnes qui sont très très loin de ça. Donc je vous propose d'écouter David. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David Dufrot, je suis directeur adjoint du département développement du trafic aérien chez Groupe ADP et je remercie Jean-Luc de m'avoir invité à tourner cette petite vidéo pour tenter de répondre à 3 questions qu'il m'a posées. La première question à laquelle je vais répondre est quelles sont les conséquences à court terme de cette crise sur le transport aérien. Je vais articuler mon propos autour de 2 aspects. Le premier, c'est l'impact sur l'offre en siège des compagnies aériennes. On l'a vu, beaucoup de compagnies aériennes ont cloué leur flotte au sol. La plupart ont réduit leur offre en siège vers leur portefeuille de destination. Et dans le futur, ce qu'on peut craindre ajouter à cela est une certaine des faillites de compagnies aériennes qui ne seront pas soutenues par les États dans lesquels elles sont enregistrées ou par les institutions financières. Et cela va accroître encore plus le déficit en siège en 2020 comparé à 2019. Le second impact, c'est l'impact sur la demande. On peut craindre une certaine défiance des voyageurs et des consommateurs envers les transports de masse, comme le transport aérien, la peur d'être contaminé à bord, la peur d'être aussi refoulé en arrivant à destination car on présente des symptômes de la maladie et on se retrouve en quarantaine, ce qui peut faire échouer les projets de voyage. Et donc, cette crainte va, à mon avis, se ressentir sur la demande en 2020. Un autre aspect concernant la demande, c'est l'impact de la crise économique. On sait que en temps de crise économique, les entreprises réduisent leur budget comparé à une situation normale et donc le budget alloué aux déplacements professionnels et aux voyages professionnels va être diminué comparé à l'année dernière. C'est la même chose concernant les ménages qui vont couper dans leur budget voyage et vacances, ce qui va se faire ressentir. Voilà, on a l'effet d'offre et de demande qui va impacter fortement le trafic en 2020. L'Association internationale du transport aérien, IATA, a estimé cette baisse à peu près moins 48% de trafic en 2020 comparé à 2019 et aussi des millions d'emplois qui sont à risque dû à cette crise. La deuxième question que Jean-Luc m'a posée est quelle sortie de crise peut-on envisager et quels sont les pays qui vont s'en sortir le mieux ?
Je pense qu'il est difficile de répondre à la question de la sortie de crise, du moins à son phasage dans le temps, mais on peut penser que les vols domestiques vont d'abord reprendre, suivi des vols régionaux, pour ensuite une reprise des vols internationaux long courrier. Si on suit cette logique, je pense que des pays comme la Chine, les USA ou l'Inde, qui ont un énorme réseau domestique, vont s'en sortir le mieux, ou du moins le plus rapidement. En effet, sur des longues distances, l'avion ne sera pas substituable avec un autre moyen de transport comme la voiture ou le train. Et donc, ce sera une nécessité de continuer à voler pour voyager à travers un pays. La troisième et dernière question que m'a posée Jean-Luc est reviendra-t-on à une situation pré-crise ou va-t-on fondamentalement changer de modèle? Je pense que la réponse, c'est les deux. Nous reviendrons à une situation pré-crise en termes de niveau de trafic aérien, en termes de volume de trafic, car comme le trafic aérien l'a démontré dans le passé, il est assez résilient. Ça s'explique facilement, car c'est le seul moyen aujourd'hui que nous avons pour nous retrouver, pour nous rencontrer, malgré la distance, et aussi pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance et que nous retrouverons dans 2-3 ans des volumes de trafic que nous avons observés en 2019. Et c'est certain que ces années seront suivies aussi de croissance du trafic aérien. Concernant le changement de modèle, oui, là aussi, on voit déjà des compagnies aériennes qui s'adaptent, qui se séparent de leurs avions les plus anciens pour privilégier des avions plus récents qui coûtent moins, mais aussi qui polluent moins. Et espérons qu'il y ait aussi un changement vers plus d'écologie dans le transport aérien demain, après cette crise. Aussi, on peut imaginer une consolidation du secteur, comme on l'a vu ces 10-15 dernières années, avec des acteurs qui se regroupent pour être plus forts et donc faire face avec plus de facilité à ce genre de crise. Voilà, j'espère avoir répondu plus ou moins à vos questions. C'est difficile d'avoir une idée claire de ce qui va se passer demain, mais je pense que les points que j'ai cités sont une bonne base pour appréhender le futur immédiat et un peu plus long terme. Merci beaucoup. Donc, merci en effet à David. Alors, on le voit, c'était intéressant, je trouve, dans notre émission où on est en général, nous, beaucoup sur un nouveau modèle. Et je vais faire réagir Paul et en même temps lui demander son coup de gueule et sa belle initiative de la semaine. Quand on entend le numéro 2 d'ADP dire ben, si on va revenir à un niveau de trafic aérien identique, mais on va essayer de faire un peu plus écolo, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, c'est un peu ce danger-là de se rassurer en disant que ça reviendra comme c'était. C'est possible, comme c'est peut-être pas possible. Et c'est la même chose. Il y a une analogie qui a été utilisée, je pense, par Martin Soucy, ici, le PDG de l'Alliance. On ne sera pas dans un 100 mètres. Moi qui est un athlète, là, on ne doit pas être dans le starting block. Ce n'est pas le départ qui va faire la différence. On est dans un marathon. Un marathon qui va être extrêmement long. Donc, c'est la qualité, non pas de notre départ très, très, très rapide, mais le fait d'être au bon endroit, au bon moment, d'avoir un plan de course, d'être vigilant à chacune des étapes, de se réinventer à chacune des étapes, de se re-questionner à chacune des étapes. C'est pas celui, et sans parler d'une région en particulier, il y en a une qui a fait il y a 2 ou 3 semaines une campagne qui était déjà sur le local, en se disant on veut déjà nourrir le tourisme local 3 semaines plus tard. C'est une perte de temps, je dis. Personne ne s'en souvient, personne n'est là. Si le confinement doit encore durer 1 mois, à quoi bon déjà maintenant repasser nos vieux messages ou faire de la promotion telle qu'on le connaît? Ça ne sert à rien. Soyons patients, soyons actifs, ce qui veut dire ne pas partir vite, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais c'est être prêt, se préparer sa course, s'entraîner, faire ça en cachette, faire ça pas publiquement, avoir des groupes de soutien, avoir des groupes de travail, etc. J'en suis, mais ce n'est pas le moment de commencer à courir dans le désespoir. C'est un peu ça mon message.
Alors, Géraldine, ton message, bon conseil, coup de gueule, belle initiative, ce que tu veux. Moi, j'ai pas forcément de coup de gueule parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on réserve nos énergies à être créatif et à faire des choses constructives. Un coup de cœur, j'aurais plutôt un petit clin d'œil en fait pour une initiative, un groupe Facebook qui a ressurgi, qui s'appelle Tiembo 974 et qui avait en fait été créé par des Réunionnais lors de la crise des Gilets jaunes. Et donc moi j'avais plutôt envie de souligner en fait le formidable élan de solidarité des gens, des consommateurs hein, et des entrepreneurs locaux. Et donc, à travers ce groupe, il y a énormément d'informations pratiques qui circulent. Et donc, on est peut-être en confinement à l'arrêt au niveau touristique, mais derrière, la vie continue et il y a plein de gens qui font des choses, qui sont extrêmement créatifs, qui proposent des choses et ce groupe en est l'illustration. Voilà. Merci Géraldine. Nancy, coup de gueule ou belle initiative, ou les deux? En fait, j'ai les deux. En fait, au niveau de coup de cœur, en fait, est-ce que vous voyez? Non. Alors, c'est l'initiative du MT Lab qui, très rapidement, avec 60 startups, ils ont sorti, en fait, le catalogue des solutions immédiates. Donc, ils ont réfléchi à voir de quelle façon ils pouvaient se repositionner. Donc, ça, c'est l'innovation à son meilleur. Et là, je vous présente celle de stimulation déjà vue qui faisait déjà des signatures olfactives pour des destinations et qui là est allée dans un essentiel qui est le désinfectant pour les mains, mais aux odeurs du Québec. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Et mon coup de gueule, je n'ai pas de photo, mais je le donne croisiériste américain qui défie le 100 jours sans voguer en fait du Center of Disease Control et qui mettent déjà en vente, en fait, qui promettent à leurs consommateurs d'acheter une croisière pour voguer en fin mai, début juin, quand on ne sait que c'est pas possible. Alors moi, je trouve qu'ils sont arrogants et au niveau de quand dans ton message que tu parles que ton équipage et que tes clients que leur santé est plus importante et que tu veux aller profiter d'un dépôt sur une croisière, moi, j'ai un petit malaise avec ça. Alors, Brice, coup de gueule ou belle initiative que tu as repérée? Les deux, le coup de gueule, c'est un peu la suite du transport aérien. Dire que je trouve ça bizarre de repartir sur ces vieilles. On a vraiment beaucoup. Il y a... Alors, Brice, je vais te proposer d'éteindre ta caméra. Peut-être que ça ira mieux sur le flux. Et puis, on va passer la parole à Chloé et je te reviens. Chloé, coup de gueule, belle initiative. Coup de gueule, c'est pas un gros coup de gueule qui a rapport à ici, mais la Floride, en fait, le retour aux plages. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de sensationnalisme dans les nouvelles qui sont sorties, mais je trouve que c'est un bel exemple que là, on réfléchit beaucoup à comment on va interagir, la distanciation sociale et tout ça. Puis finalement, la plage ouvre, puis tout le monde sort de chez eux, puis ça a l'air assez semblable. Donc, petit coup de gueule. Sinon, mon coup de cœur, c'est la campagne marketing de la CEPAC. Donc, je trouve ça vraiment le fun qu'au lieu de juste toujours faire des throwbacks de comme quand vous allez pouvoir, au lieu de ça, ils nous montrent que le voyage, c'est aussi un état d'esprit, puis ils donnent des ateliers de camping à la maison, comment faire des s'mores, comment faire plein de choses. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'au final, c'est vraiment un état d'esprit, puis on peut être heureux à la maison. Tu parles des campagnes marketing de façon générale ou une en particulier? En fait, ils en ont fait plusieurs, donc il suffit d'aller voir le Facebook, je fais de la promotion. Si je peux, ouais. En fait, ils sont dans l'infolettre, donc ils nous proposent de faire des pique-niques à la maison, camper dans notre salon. C'est l'infolettre, mais c'est la compagnie, c'est laquelle? C'est la CEPAC, c'est notre parc national ici. La CEPAC, alors je le dis, S-E-P-A-Q. Voilà. Ouais, exactement. Vous pouvez vraiment d'aller voir parce que c'est une belle façon. Vous pouvez mettre, les filles, vous pouvez mettre dans le mur Facebook de la page du blog, vous pouvez mettre le lien, ce sera sympa. Et on va finir avec Brice, si on arrive à t'entendre. Ouais, alors j'ai pas mis la caméra, mais vous m'entendez là? Très bien. Bon, super. Oui, alors un coup de gueule pour faire suite un peu à ce qu'on disait sur le transport aérien, c'est les réflexes qui me surprennent.
Moi, je trouve qu'il y a une grande absente, c'est l'Union européenne, c'est l'Europe. Et il y a une réponse un peu surpris, c'est que l'Europe a pris comme conseil en environnement une entreprise qui s'appelle BlackRock, qui est un investisseur dans le pétrole. Donc, pour avoir des bons conseils en environnement, l'Europe, qui est la grande absente du tourisme et de la gestion du Covid, ça un signe assez inquiétant sur ce qu'on peut attendre dans les années qui viennent. Et puis, des belles initiatives, j'en ai 3. Très rapidement, Paul parlait tout à l'heure de l'échelle macro. Il y a une belle initiative, c'est que l'État accepte de s'endetter pour soutenir les entreprises. Et donc, c'est à hauteur de 100 milliards d'euros. Je trouve que c'est assez notable. Deuxième petit coup de cœur, c'est toi, Jean-Luc, qui a posté un petit truc ce matin sur une destination. J'ai trouvé ça assez chouette, le marketing de proximité de Tenerife. Ah ouais. En disant que c'est un joli film et je pense que c'est des vraies valeurs. Donc, ça va sans doute inspirer beaucoup pour le monde d'après. Puis la troisième coup de cœur, c'est la nouvelle définition du sondage par Ludovic ce matin. Donc un peu d'humour dans ce quotidien compliqué, je trouve que c'est bien. Et puis un vrai coup de cœur aussi pour l'ensemble des entreprises qui se bougent, qui veulent faire vivre encore cette économie formidable, qui vont rencontrer plein de difficultés, certains vont disparaître, vont recréer des choses, mais c'est quand même la base de notre monde du tourisme, sont les entreprises, donc un vrai coup de cœur pour elles. D'accord, merci Brice. Alors juste, j'espère que quand le second tour des élections municipales seront passés, la nouvelle équipe municipale de Bois-le-Roi, dont je ne doute pas que tu sois aux manettes, installera la fibre dans toutes les habitations de la commune. Jean-Luc, petit paradoxe, on a la fibre depuis plusieurs mois et depuis qu'on l'a, ma connexion marche moins bien. Voilà, mais bon, on verra ça avec la municipalité écolo, puisque tu sais que je suis sur une liste écolo. Voilà, tout à fait. Et vous pouvez donc aller voir la vidéo de Tenerife avec le hashtag Nous reviendrons, très belle vidéo, et puis lire le papier de Ludo sur le blog itourisme.info d'aujourd'hui. Et nous n'avons pas censuré Brice Dution, comme le pense Martin Berlemont, c'est vraiment un problème de connexion. Merci à vous pour ce bon moment et ces bons échanges. On se retrouve mardi prochain, si vous le voulez bien, pour une nouvelle émission de Téléfit où on fera le point de où on en est semaine après semaine sur cette vraie aventure exceptionnelle qu'est cette crise du Covid-19. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ha! Yeah, yeah. You see it? Yo,